Bonjour, donc bienvenue dans ce cours et cette introduction au cours de mise à niveau qualité. Donc, ce qu'on va essayer de voir, on va voir, alors certains vont dire c'est pas une mise à niveau, on n'a pas vraiment vu ça en cours en Master 1 ou dans vos années précédentes. Donc, on l'a mis en cours mise à niveau parce que certains ont déjà pratiqué. Donc là, on va aller voir tous les outils qui sont souvent utilisés en entreprise pour essayer de garantir, conserver une bonne qualité logicielle. Donc, ça va être des outils qu'on va réutiliser après dans différents cours du Master 2. Donc, c'était l'occasion de démarrer un peu en douceur. Pour être franc aussi, on va se servir des aspects TP pour vérifier que les installations des portables marchent bien. Et donc, ce sera une montée en pression toute douce là-dessus. Donc, pour essayer de bien comprendre ce qu'on va montrer dans ce cours, ce qu'on va voir aussi derrière, donc c'est aussi une introduction à TAGLI qui arrive juste ensuite. Ce qu'il faut essayer de bien comprendre, c'est que de plus en plus, les architectures modernes des applications ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une partie back-end ici, dans lequel on va globalement uniquement chercher à, dans ce qui va tourner avec de la dynamique côté serveur, à offrir une API pour que des clients viennent consommer cette API. Et puis, on va avoir ces clients qui peuvent être des applications web, qui vont être téléchargées à l'initialisation au moment où on va faire la première connexion au serveur. Et puis après, on va avoir une interaction avec ces API pour échanger des flux de données qui peuvent être représentés de différentes façons, en JSON, en XML, en message pack, etc., etc. Il y a plein de formalisation de données, même si évidemment sur le web, très souvent, le flux d'échange de données, ça va être un flux de données JSON. Et donc, pour concevoir ces types d'applications, on a un côté back-end et un côté front-end, et ben, de plus en plus, on va faire appel à un certain nombre de librairies, de frameworks qui vont nous faciliter ce développement-là. L'intérêt d'une telle architecture, c'est qu'une fois qu'on a APIfié sa partie métier, qu'on a rendu ça, on a créé des services qui sont documentés pour cette partie back-end, ben évidemment, qui pourra consommer ces front-ends? Une application web, mais aussi une application Android, iOS, etc., mais aussi une autre application qui tourne quelque part en back-end pour faire voilà, des interactions entre différents services de notre système d'information. D'où le fait qu'on se tourne de plus en plus vers ce type d'architecture. Donc, ce que vont mettre en place les entreprises pour faire ça, c'est que, évidemment, pour développer toute cette partie back-end, on a une grande liberté de langage de programmation qui peuvent être du Java, du PHP, du Node.js, du Ruby, du Python, etc. En aucun cas dans ce cours, le but va être le but sera de vous dire faut le faire qu'en Java parce qu'en Java c'est mieux ou qu'en Scala ou qu'en Python, c'est pas du tout ça l'esprit. Ce sera vraiment de montrer un peu les principes architecturaux qu'on trouve dans les frameworks, quel que soit le langage de programmation. Et puis, c'est pareil, côté client, on va trouver un certain nombre de frameworks pour nous simplifier le développement d'une application web moderne, alors des choses sur lesquelles vous avez sans doute déjà joué l'année dernière, ou du moins entendu parler, des choses comme Angular, React ou Vue. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir plutôt sur la partie TAA, ça plutôt sur la partie GLI. Et donc le but en TAA GLI, ça va être au travers d'un certain nombre de TP de développer une petite application. Les autres années, on faisait un projet un peu large, mais qui était vu comme qui demandait énormément d'efforts aux étudiants. Donc là, cette année, on est parti sur une façon une application métier qui n'aura pas trop de complexité pour essayer de bien toucher toutes les problématiques qu'on développe là-dessus. Et donc, les autres choses que font les entreprises, c'est que de plus en plus, elles vont essayer de standardiser leur façon de travailler. Alors, comment elles vont standardiser? Pour un peu faire ce qu'on appelle l'usine logicielle. Là aussi, si certains étaient en stage en ESN cet été, par exemple, c'est un peu ce que vous avez pu rencontrer sur le fait que, quel que soit le projet, on va travailler de la même façon. Par exemple, d'un point de vue méthodologique, on va chercher à appliquer je sais pas, de l'agilité, par exemple, qui est une méthodologie particulière de gestion de projet. Et puis, on va aussi chercher à automatiser toute la phase de build, à utiliser les mêmes frameworks pour que les équipes puissent passer d'un projet à l'autre relativement facilement, avoir des outils pour faire du contrôle qualité qui soient le même, quels que sont les projets, etc. Donc ça, ce slide suivant, c'est un slide que j'avais pris d'une présentation d'une ESN, ça remonte déjà il y a, je pense, 7-8 ans,
Donc ça, voilà, les technos sont pas forcément les bonnes, c'est pas l'idée. Mais globalement, ce que montrait cette ESN à ses clients, c'est que justement, elle avait une approche très rationnelle pour développer au sein de l'entreprise. Et donc, dans cette approche rationnelle, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait ce qu'on venait de dire avant, c'est-à-dire un socle technique commun, quelles que soient les applications. Donc là, c'était voilà, du développement Java côté serveur, et puis un socle technique commun pour la partie graphique. À l'époque, ils avaient construit un framework maison qui s'appelait Acube, et puis développé toute une partie client riche avec une technologie qui s'appelait GWT, qui était poussée par Google à l'époque. Tout ce qu'ils montraient, c'est que globalement, ils avaient capitalisé dessus. Et puis, ils montraient aussi qu'ils utilisaient un certain nombre d'outils pour assurer la qualité de ce qui était développé. Et c'est un peu ce qu'on va chercher à voir là, dans cette partie mise à niveau, essayer de démystifier certains de ces outils qui sont utilisés de manière conjointe, parce qu'évidemment, quand on va débarquer, et c'est peut-être le cas pour certains qui viennent de démarrer leur apprentissage, des fois, quand on débarque dans certains projets d'apprentissage, tout ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a 25 000 mots-clés, on a l'impression qu'il y a 25 000 frameworks, on est dans une complexité énorme. Et en fait, une fois qu'on arrive à avoir un panorama un peu clair de chaque outil à quoi il sert, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, et donc on s'en sort. Donc là, ce qu'on va voir ensemble sur cette partie mise à niveau des outils de qualité, c'est justement d'aller voir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'outils de build, et des outils de build, on a choisi un particulier qui est Maven parce qu'on l'utilisera derrière en TP, mais ça pourrait être du Gradle, ça pourrait être du NPM, ça pourrait être du Grunt. Ce qu'on va chercher à montrer derrière, c'est quels sont les problèmes résolus par un outil comme Maven. On va voler voir comment est-ce qu'après, on a la capacité à gérer de l'industrialisation avec des frameworks d'intégration continue. Donc, je pense que là, vous avez fait du JUnit, la couverture de code avec Noël en ACO. Et évidemment, après, on va avoir besoin d'un outil qui, en gros, à chaque commit, va venir vérifier que le projet build toujours, que les tests passent, faire du reporting sur cette partie. Et puis, cet outil-là, il est capable de faire souvent autre chose que de passer des tests. Il est aussi capable de faire énormément d'analyses sur le code source pour remonter à la fois des métriques, mais détecter des erreurs, détecter de la duplication de code au sein des applications. Donc, on verra que là aussi, cet outil-là, il va avoir cette capacité à déclencher ces analyses. Et donc, on essaiera de comprendre un peu ces types d'analyses qui sont très souvent aussi utilisés. Et puis, donc, on ira aussi déployer en TP un outil comme Sonar, qui est justement un outil classique de tableau de bord de qualité associé à un projet. Évidemment, on va utiliser des IDE. Donc, en Master 2, on vous imposera pas d'IDE. Je ferai des démos à la fois sur VS Code, sur Eclipse, sur IntelliJ. N'hésitez pas à certains moments à switcher de l'un à l'autre pour avoir cette capacité. Vous aurez forcément vos propres préférences, mais vous devez avoir capacité à passer de l'un à l'autre relativement facilement. Et puis je ferai un tout petit rappel sur Subversion et Git. Je pense que ça commence à être bien connu, mais de nouveau, toute la partie rendue cette année se fera par des rendus Git. Et donc, on va vous embêter un petit peu sur la rigueur à l'utilisation de Git, c'est-à-dire on a un certain nombre de bonnes pratiques à garder. Et donc, c'est pas parce qu'on en a rendu Git qu'il faudra faire un Git push la veille du deadline juste pour s'en servir comme dépôt de documents. On va absolument que vous preniez l'habitude d'utiliser ces outils de gestion de version de manière la plus correcte possible. Donc voilà un peu ce qu'on va faire ensemble. Donc là, sur la mise à niveau de qualité, on va vraiment se concentrer sur voilà, quelques-unes de ces briques de base d'une plateforme d'industrialisation. Alors, on peut se dire pourquoi est-ce que on met en place tous ces éléments pour le développement logiciel. On a un peu l'impression que des fois, ça amène une complexité accidentelle importante dans un projet. Le projet marche pas, c'est parce que le pom.xml il est pas bien fait, etc. On se dit je me serais peut-être passé de Maven, j'aurais pas eu le problème. En fait, c'est pas si simple. Il y a un vrai intérêt pour l'entreprise parce que ça permet de standardiser la façon de travailler, d'avoir une certaine cohérence entre le projet. Donc on passe plus facilement d'un projet à l'autre parce qu'on va retrouver les mêmes outils quand on passe d'un projet à un autre. Ça permet de capitaliser les expériences qui sont développées. Et puis, pour le client, on verra que un des intérêts, c'est que ça lui permet de voir l'application se construire, de faire ses remarques au fur et à mesure, de prioriser l'exigence. Et pour ça aussi, on verra que des outils comme l'intégration continue sont des outils qui sont pratiques parce que ça va permettre au minimum de rebuilder le projet
très facilement à la demande. Et très souvent, on va aller jusqu'au déploiement continu, c'est-à-dire que ça va permettre de mettre en production, ou en tout cas en pré-production, l'application, sans action utilisateur. Et comme de plus en plus, on va être en mode agile, on va chercher à remettre en production, ou remettre au moins en pré-production très régulièrement l'application pour que le client ait la capacité de la voir évoluer, on veut évidemment investir au départ du projet pour automatiser cette partie mise en pré-production, en production, pour qu'après, il n'y ait plus d'action humaine liée à ça.